Bonjour à tous, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais me voici de retour. Si j'ai mis beaucoup de temps à revenir, ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est parce que je suis actuellement sur une mission, dans mon premier métier, bien entendu, parce que YouTube pour l'instant c'est surtout une passion, mais en attendant il faut bien que je mange. Donc j'ai un autre métier et la mission que j'ai eue dernièrement est plutôt lourde et chronophage, c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, j'y ai beaucoup réfléchi sur mes prochains sujets. Et mon retour est aussi un retour particulier, puisque je vais vous présenter un nouveau concept. En fait, c'est un nouveau concept parce que je ne l'ai pas encore commencé sur ma chaîne, mais quand j'ai créé ma chaîne, j'avais déjà cette ambition de faire ce type de vidéo. C'est toujours du true crime, mais cette fois-ci, je vais utiliser un fait divers dans un contexte historique ou géopolitique. Je vais vous expliquer en détail avec ce premier épisode, mais pour faire simple, je vais utiliser le point de vue d'une seule affaire dans un contexte un peu plus large. Ici, par exemple, je vais vous parler d'une tuerie qu'il y a eu lors de World Cup de 1994, mais dans un contexte particulier, puisqu'il s'agissait d'une période où l'Irlande du Nord était en guerre civile. Ça n'a jamais été réellement reconnu comme une guerre civile, d'ailleurs, c'était plutôt ce qu'on appelait le Troubles, parce que ce n'était pas très déterminé, c'était surtout des groupuscules qui s'affrontaient et il y avait malheureusement beaucoup de victimes civiles et innocentes collatérales. Voici pour la présentation de l'épisode. Et qui dit nouveau concept, dit aussi nouveau générique. Je vous laisse découvrir ce générique spécial histoire et géopolitique. Et on se retrouve juste après. J'ai divisé cet épisode en 5 parties, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est très compliqué, il y a eu plusieurs enquêtes de fait. Mais d'abord, je vais vous présenter les faits. Et avant de commencer, je vais vous expliquer d'où je tiens toutes ces informations, car j'ai lu plusieurs articles, principalement en anglais, car on trouve plus de choses en anglais étant donné que ça s'est passé en Irlande. Et surtout, je me suis basée énormément sur un documentaire qui s'appelle No Stone Unturned. C'est une expression qui signifie que tout a été fait pour connaître la vérité, en gros. On va voir que pas tout à fait. Mais ce documentaire, du coup, je vous le recommande. D'ailleurs, je vais le mettre dans la barre de description. Par contre, je vous préviens, c'est uniquement en anglais, c'est de l'anglais irlandais et il n'y a aucun sous-titre disponible. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Donc, je peux vous dire, c'était compliqué. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué comment ça s'est passé, on va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, nous présentons l'histoire là où ça se passe. Nous sommes le 18 juin 1994, toute l'Irlande est en effervescence. Effectivement, ce soir, c'est la World Cup. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, on est dans un contexte géopolitique assez complexe en Irlande, surtout l'Irlande du Nord, puisqu'il y a de nombreux affrontements entre les Irlandais qui veulent être indépendants et les Irlandais loyalistes qui veulent être toujours liés à l'Angleterre. Plus de détails seront expliqués dans la partie histoire de cet épisode. Pour l'instant, on se contente de ça. Mais ce soir-là, pendant cette World Cup, il n'y a qu'une seule Irlande qui joue.
Et c'est un espoir de paix et d'apaisement en tout cas qui naît dans la tête de tous les Irlandais. Car catholiques comme protestants, c'est-à-dire que indépendantistes et loyalistes, sont unis tous ensemble pour voir gagner leur pays face à l'Italie. Donc c'est un moment de joie, et ce soir-là, les habitués du bar O'Toole's ont décidé de partager ça entre amis. Ils sont tous réunis dans le bar qui ce soir est tenu par un jeune homme de 15 ans qui s'appelle Aidan Tooles, qui est donc juste le fils du propriétaire du bar. Tous ensemble sont très heureux et en plus, à peine commencé, le match c'est très favorable à l'Irlande, le premier but est marqué. Tout le monde est dans l'euphorie totale et personne ne fait attention à ce qu'il se passe. Malheureusement, alors que l'effervescence est à son comble, il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées en tête. L'idée d'une paix, peut-être que ça ne les intéresse pas tant que ça. Effectivement, alors que tout le monde crie sa joie, une voiture s'est approchée. Un homme a ouvert la porte pour laisser le passage à une autre personne qui est lourdement armée et qui se met à abattre tout ce qui bouge. Il tire sur tout le monde est touché. Cette attaque fulgurante se termine très rapidement et les assassins disparaissent dans la nuit aussi rapidement. Cette voiture, qui est une voiture rouge bordeaux, s'éloigne très vite et plus aucun bruit ne se fait entendre. Ce soir-là, 6 personnes vont mourir, les autres seront gravement blessés et beaucoup de survivants seront traumatisés à vie. C'est dans la même soirée que la plupart des familles des victimes vont être mises au courant. Il y en a même qui vont voir la scène de crime parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. La femme d'une des victimes, ne voyant pas son mari arriver, s'est déplacée au bar et a été arrêtée en chemin. On lui prévient qu'il ne faut pas y aller. Il y a eu une fusillade. Sur le coup, elle ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire. Elle pense que c'est un accident ou simplement des gens qui ont joué, qui étaient peut-être trop saouls et qu'il y a eu peut-être juste quelques blessés. Mais malgré le conseil qu'on lui donne de ne pas y aller, par réflexe, elle rentre dans le bar et découvre l'horreur d'une mare de sang, des victimes au sol et son mari ne bougeant plus. Et voici la triste liste des victimes. Nous avons Adrian Rogan, qui a 34 ans, qui est père de 2 enfants, Barney Green, 87 ans, qui était accompagné de son neveu Dan McCreenor, de 59 ans. Il y avait aussi Patsy O'Hare, qui avait 35 ans, qui était un homme célibataire, Eamon Byrne, qui avait 39 ans, qui était père de 4 enfants, et Malcolm Jenkinson, qui avait lui 53 ans, qui était père de 3 enfants. Le barman, Aidan O'Toole, qui avait 15 ans, lui aussi a été touché. Il n'est pas mort, mais il a été quand même grièvement blessé, puisqu'une balle a touché ses reins. Il a été hospitalisé pendant 1 semaine et a gardé des séquelles. Mais les séquelles qui ont marqué les gens sont surtout les traumatismes psychologiques. Beaucoup de gens, encore aujourd'hui, ne peuvent parler de cette histoire sans pleurer, sans avoir une angoisse naissante. Et on peut comprendre. Une tuerie de masse, ça marque les gens. Il y a une peur constante et surtout, comme ça s'est passé dans un moment d'intimité, puisque ce n'était que des habitués dans ce bar, une vraie peur se met en place. Et toute la ville commence à paniquer. Long Island, là où se situe le bar O'Toole's, c'est une ville plutôt tranquille, loin de toutes ces tueries qu'il y a principalement à Belfast, la capitale de l'Irlande du Nord. Et pour les gens de cette ville, tout ça c'était assez loin. D'ailleurs, les Irlandais catholiques comme protestants avaient l'habitude de se côtoyer sans se prendre la tête. Maintenant, ces événements vont peut-être avoir un impact sur cette bonne entente qu'il y avait jusqu'alors. Et forcément, une tuerie de cette ampleur, un soir où tout le monde était uni pour la victoire du pays, ça fait beaucoup de bruit.
et des personnalités vont intervenir pour donner leur opinion et dire rapidement qu'ils sont contre ce genre de tuerie. Et nous avons notamment Sir Patrick Mayhew, qui est le secrétaire d'État de l'Irlande du Nord. Et il dira, je vous donne le texte traduit bien évidemment, « À ceux qui ont fait ça, à ceux qui ont tué ces gens, mon message est le suivant. Je suppose que certains d'entre vous ont des familles. Essayons d'imaginer une scène de conversation dans le futur que vous pourriez avoir avec votre fille. Celle-ci vous demanderait « Qu'as-tu fait pendant cette soi-disant guerre, papa ?» Et vous lui direz « J'ai tué un homme de 87 ans. Il était assis en me tournant le dos. Il regardait la World Cup et je l'ai abattu. » Elle ne pensera certainement pas à un acte héroïque, n'est-ce pas ? Sachez que, à la fin, vous allez être poursuivi en justice tôt ou tard. Nous n'abandonnerons jamais, vous passerez en justice et vous passerez de longues années en prison. Et ce message va donner beaucoup d'espoir aux familles qui attendent que justice soit faite. Malheureusement, ce ne sera pas aussi simple que ça. Tout naturellement, une première enquête va commencer. Alors, je vous parle de première enquête car vous allez voir, plusieurs enquêtes vont être obligatoires pour arriver à la vérité. Mais commençons par la première enquête, celle qui débute forcément juste après la tuerie. Vous avez donc le contexte que je vous ai expliqué, à savoir un espoir de paix entre les conflits qui durent depuis un certain temps, qui ont débuté quand même fin années 60, donc ça dure depuis un certain temps, et le fait que finalement il y a toujours beaucoup d'hostilité, et on peut que se douter que c'est encore un acte de terrorisme auquel nous avons affaire dans cette tuerie de masse. Personne de particulier n'a été visé ce soir-là, peut-être juste bar parce qu'il représentait les catholiques. Effectivement, c'est un bar qui était principalement fréquenté par des catholiques, donc des Irlandais plutôt indépendantistes. On se doute qu'il faut chercher du coup du côté des loyalistes et plus précisément des groupuscules terroristes. Enfin, c'est la logique qui veut ça. On élimine assez rapidement le fait qu'une personne en particulier était visée, puisque, mis à part que ce soit des fidèles au bar, il n'y avait aucun lien de parenté entre les victimes, mis à part Barney Green et son neveu Dan McCrinor. Mais cela n'expliquerait pas pourquoi tous les autres auraient été tués aussi. Donc va débuter une enquête dirigée par Albert Carroll. Je n'ai pas d'image de lui, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Celui qui dirige cette enquête, Albert Carroll, est quelqu'un de très mystérieux et qu'on ne découvrira en fait que tardivement. Mais vous allez vite comprendre que cet Albert Carroll n'est pas tout à fait clean. Et vous avez aussi cet autre enquêteur que nous allons suivre plus particulièrement, Jimmy Beans. Pourquoi nous allons faire suivre plus Jimmy Beans que Albert Carroll? Car vous allez être complètement choqué, mais Albert Carroll décide au lendemain de début de l'enquête qu'il partirait en vacances pendant 6 semaines. C'est assez aberrant déjà qu'il ait pu le faire et qu'il décide de faire ça avec une enquête aussi difficile et avec autant de victimes. Surtout que c'est une tuerie qui a été énormément médiatisée. Les médias se sont acharnés sur ce cas. Il y a eu beaucoup d'articles, il y a eu beaucoup de discours, d'implications politiques sur cette tuerie. Il est quand même impensable qu'un chef d'enquête décide de partir 6 semaines. On pourrait trouver ça particulièrement suspect, mais pour l'instant, nous allons nous contenter de suivre l'enquête qui a été menée du coup par Jimmy Beans. L'enquête paraît pas si compliquée que ça, puisque seulement quelques jours après la tuerie, le véhicule qui transportait les tueurs a été très vite retrouvé. En fait, c'est un fermier qui a retrouvé cette voiture stationnée dans son champ. En y regardant plus près, on se rend compte rapidement que la voiture a eu un problème mécanique qui a certainement dû arriver durant la fuite,
ce qui a poussé les tueurs à devoir continuer à pied ou peut-être faire du stop. Mais le stop étant plutôt dangereux si on ne veut pas être reconnu, ils ont dû certainement continuer à pied. Cependant, il y a quand même une chose qui marque et qui paraît inhabituelle, c'est que la voiture est intacte. D'habitude, dans ce genre de cas, le véhicule est détruit. On y met le feu pour détruire un maximum de preuves. Cependant, pour ce cas-ci, il n'y a aucune détérioration du véhicule, et qui veut dire intact veut dire énormément de preuves scientifiques. Vous avez des empreintes digitales, vous avez des empreintes de pas, puisque il y a eu une fuite d'huile, donc il y a des traces de pas et de l'huile, ce qui signifie que des gens ont marché sur cette huile de moteur, et donc un prélèvement peut être intéressant pour savoir si, parmi une liste de suspects, est-ce que des gens ont des taches d'huile sur leurs chaussures, par exemple. Ça peut être très utile. Vous avez plein de petites preuves comme ça, surtout scientifiques, bien évidemment. Et c'est ensuite, quelques semaines plus tard, que l'on retrouve une arme, certainement l'arme du crime, ainsi qu'un sac rempli d'armes. Et là, on se dit, bingo, on va vite trouver les suspects. Eh ben, peut-être pas. Pourtant, sur l'arme du crime, il y a aussi des empreintes très intéressantes, forcément. Parce que, même si ce n'est pas l'arme de ce crime-là, la balistique nous dira, bien entendu, ça reste quand même des armes qui ont certainement servi à un meurtre ou qui ont été prévues pour un prochain attentat. Donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant. En ce qui concerne la voiture, Jimmy Beans fait une petite recherche et se rend compte que cette voiture a été vendue à Belfast un jour seulement avant la tuerie. Donc il va jusqu'à Belfast pour en savoir plus sur qui a acheté le véhicule et qui l'a vendu. Quand il arrive là-bas, il va d'abord s'adresser à ses collègues locaux. C'est comme ça que ça se passe. Quand une enquête débute dans une ville et que les informations ou l'enquête amène à aller plus loin que la ville en question, on interroge et on demande conseil aux policiers locaux parce qu'ils connaissent les gens, ils savent les habitudes et surtout, ils savent comment s'adresser aux bonnes personnes. Ça, c'est le classique. Mais ce jour-là, Jimmy Beans ne va pas être très bien accueilli. Bien au contraire, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Ses collègues de Belfast vont lui expliquer très calmement qu'il n'a pas le droit d'interroger qui il veut, qu'il y a une liste qui lui sera imposée de personnes à qui il aura le droit de parler, et ces personnes ne vont pas lui donner grand-chose. Et cette façon de faire très inhabituelle va le rendre complètement perplexe. Il ne comprend pas pourquoi ses propres collègues l'empêchent d'avancer sur une affaire aussi importante. Il découvrira peut-être bien assez tôt ce que cache une affaire aussi grave. Pour le moment, il retourne à Long Island, bredouille. Mais après quelques semaines, nous avons quand même des suspects qui se présentent. Vous avez, entre juillet et août, une liste de suspects importante et des interrogatoires qui se mettent en route. Pendant cet interrogatoire, vous avez beaucoup de comptes rendus qui vont être faits et on se dit que maintenant, c'est bon, ça avance, on a au moins une liste de suspects qui ressortent du lot. Et bah pas vraiment. En fait, bien au contraire. Au fur et à mesure que le temps passe, alors qu'on ne pourrait croire que l'enquête avance dans la bonne direction, le silence radio va s'installer. Les familles n'auront plus aucune nouvelle, on ne saura pas du tout où les enquêteurs en sont et qu'est-ce que tous ces interrogatoires ont donné. Ce silence radio, il pourrait presque s'expliquer finalement, enfin, ce n'est pas une réelle justification, mais ça peut être un début d'explication. En effet, au début de l'année 1994, le leader du groupe d'indépendantistes l'IRA va s'exiler aux États-Unis pour essayer de démarrer une discussion pour amener leur cessez-le-feu.
Ça ne va pas plaire à tout le monde et surtout pas aux protestants qui considèrent que le leader de l'IRA est surtout un criminel, un terroriste, quand même un groupe qui a assassiné pas mal de personnes. Donc ça ne plaît pas à tout le monde qu'il puisse s'en sortir aussi facilement. Et le 13 octobre 1994, effectivement, un cessez-le-feu officiel est déclaré entre l'IRA et les loyalistes. Malheureusement, ce ne sera que de courte durée et le temps nous le dira, mais cette guerre civile continuera malheureusement encore. Mais au moment de cet accord, les gens pensaient que la paix était possible. Et moi, je me demande si le fait de relancer et d'aboutir à cette enquête qui est quand même le résultat d'une attaque terroriste de la part des loyalistes contre des catholiques, ce n'aurait pas remis en cause cette fameuse paix. Alors peut-être que plus haut, on s'est décidé à ne pas aller plus loin dans cette enquête. Car après tout, qu'est-ce que rendre justice à quelques familles quand il s'agit de la paix de tout le pays ? Politiquement, peut-être que ça passe, mais pour les familles des victimes, c'est un traumatisme qui reste toujours en suspens, c'est une justice qui n'est pas rendue, c'est une pilule qui ne passe pas. Et c'est bien pour ça que, 10 ans après le début de la première enquête, les familles des victimes vont se réunir pour faire appel à un avocat et relancer l'enquête. L'avocat des familles de victimes va effectivement faire une démarche pour relancer l'enquête parce qu'il ne comprend pas, comme ses clients, pourquoi il y a un tel silence radio avec tous les éléments que les enquêteurs avaient en leur possession. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a vraiment du sabotage, parce que quand l'avocat va poser des questions sur où se trouve le véhicule qui avait été retrouvé, on va lui répondre très simplement que le véhicule avait été détruit. Oui, vous avez bien entendu, ils se sont contentés de détruire la plus grosse preuve qui était dans la possession de la police. Si ça, c'est pas du sabotage d'enquête, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Et ce n'est même pas tout, car tous les comptes rendus d'interrogatoire des suspects qui avaient été faits en juillet et août 1994 ont eux aussi bizarrement disparu. Et là, on tombe dans du complotisme. Sauf que là, pour le coup, c'est un véritable complot. Des choses ont disparu, on ne veut pas que l'enquête aboutisse. Ça, c'est sûr. Donc une nouvelle enquête va s'ouvrir, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour savoir qui sont les tueurs, c'est plutôt pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au sein de la police durant la première enquête. Et c'est l'enquêteur Al Hutchinson qui est chargé d'en savoir plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette enquête parce que je n'ai pas beaucoup d'informations. Et puis, vous allez vite comprendre après pourquoi il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. Ce que je peux vous dire sur cette deuxième enquête, c'est que la conclusion qui a été donnée dans le rapport, c'est qu'effectivement, il y a eu des gros manquements et de la part des policiers et qu'il y a des lourdes critiques sur comment s'est déroulée cette enquête. Et on soupçonnait aussi la police d'être étroitement liée avec un groupe terroriste du nom de Collision. Et c'était aussi le but de cette enquête, savoir si cela était vrai. Mais le rapport va simplement se contenter de dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour indiquer qu'il y a une réelle connexion entre la police et le groupe Collision. Pourtant, pendant cette période d'enquête qui va s'étaler de 2004 environ à 2012, il va se passer énormément de choses. Notamment un appel anonyme à la police, ainsi qu'une lettre anonyme envoyée à un politicien qui va dénoncer des personnes en ce qui concerne la tuerie de la Walker. Et là, on pourrait se dire, c'est du lourd. Et effectivement, c'est du lourd. On a des noms, il y a de véritables noms. Ce n'est pas juste une personne qui va se contenter de dire
qu'il faut s'intéresser à telle personne ou qu'elle soupçonne quelqu'un. Là, elle accuse directement 3 personnes d'être responsables de la tuerie. Et ça ne ressortira jamais pendant cette seconde enquête. Là, il y a réellement quelque chose qui se passe. Comment, même si on peut toujours se méfier d'une dénonciation, les appels anonymes surtout ne donnent pas grand-chose la plupart du temps, mais cette fois-ci, il est forcément indispensable d'enquêter sur cette piste. Et bizarrement, rien ne ressortira de cette action. Alors là, il y a plus que du sabotage, c'est vraiment qu'on ne veut pas que la vérité soit connue du grand public et surtout pas des familles. Et forcément, lorsque Al Hutchinson va donner ça comme rapport de sa propre enquête qui a duré quand même plusieurs années, les familles ne vont pas du tout être satisfaites. Et c'est là que nous entrons dans la 3e enquête. Mais avant d'entrer dans la 3e enquête, je vais vous parler de l'histoire de l'Irlande du Nord. Parce que sans comprendre le contexte, vous n'allez pas pouvoir comprendre tous les éléments de la 3e enquête, l'enquête de la vérité. C'est en 1155 que le pape Adrien IV va donner l'Irlande, rien que ça, au roi Henri II d'Angleterre. Tout ça pour rétablir le lien qui existait entre l'Église irlandaise et Rome. Cet acte aura pour conséquence que l'Irlande restera dépendante de l'Angleterre jusqu'à maintenant. Même si aujourd'hui une grosse partie de l'Irlande est indépendante, conséquence de cette fameuse guerre des Troubles, une partie de l'Irlande reste dépendante de l'Angleterre, c'est la partie qui se situe à l'Irlande du Nord. Cependant, cette autorité ne va pas forcément plaire à tout le monde, surtout que l'Angleterre est un pays protestant qui ne croit donc pas au pape, alors que l'Irlande est principalement catholique. Et donc, ce ne sont, même si ça vient du christianisme, le catholicisme et le protestantisme, ce n'est pas là du tout la même chose. Les gens ne s'entendent pas forcément. Et les catholiques irlandais ne veulent plus rester sous le joug de la royauté anglaise. Il y a plusieurs petits groupes qui vont essayer de se révolter, mais ça ne fonctionnera pas. Et puis, c'est en 1695, sera adoptée une nouvelle loi anti-catholique pour essayer de remédier à tous ces petits conflits qui ne font pas plaisir à l'Angleterre. Ils vont être mis en place des lois pénales discriminatoires. Ce sont plusieurs lois qui vont donner moins de droits aux catholiques et à tous ceux qui ne jurent pas fidélité à la royauté anglaise et qui du coup vont être considérés comme une menace. Ils n'auront pas accès à plusieurs métiers importants, ils n'auront pas accès à beaucoup de choses, ce qui va maintenir une certaine rancœur bien entendu. Mais ces lois ne seront abrogées que entre 1778 et 1869, ce qui fait qu'elles ont quand même perduré à un bon moment. Eh bien, ces lois qui se sont abolies jusqu'au 19e siècle ne sont plus d'actualité. Donc pourquoi il y a encore cette rancœur, vous me direz? Eh bah, ça passe pas si facilement que ça. Et puis, après autant de siècles de discorde entre deux communautés qui se sont plus ou moins détestées, il est compliqué de passer outre la colère qui s'est engendrée sur plusieurs siècles. Donc, dans la fin des années 60, une forme de discrimination plutôt sociale toujours présente va être le feu aux poudres qui va déclencher les premières hostilités entre les catholiques qui demandent l'indépendance et les protestants qui restent loyaux à l'Angleterre. Vous avez donc les catholiques républicains, indépendantistes, et les loyalistes
protestants qui veulent rester connectés à l'Angleterre. Vous allez avoir plusieurs grands groupes. L'unique groupe qui va représenter les indépendantistes s'appelle l'IRA. Et en face, vous avez les loyalistes qui ont plusieurs groupes, mais celui qui nous intéresse pour le moment, pour cette histoire, ce sont les UVF. L'IRA, qui signifie Irish Republican Army, est dirigée par le leader Gerry Adams, le même qui s'était exilé aux États-Unis en début de 94 pour essayer, soi-disant, ou peut-être aussi pour échapper à un éventuel assassinat, étant donné qu'il devait être très recherché et menacé par l'UVF et même d'autres groupuscules loyalistes, étant donné qu'il est responsable d'une série de meurtres. Et du côté du UVF, qui signifie Ulster Volunteer Force, vous avez le leader Billy Hutchinson. Et vous allez voir que cette guerre, qui se situe uniquement en Irlande, même si l'IRA va aller jusqu'à faire des attentats en Angleterre pour attaquer ce qu'il considère comme son ennemi, à savoir le Parlement anglais, ça s'étale bien au-delà de la simple Grande-Bretagne. Effectivement, pour ce qui concerne les armes, vous allez voir, ça vient de loin. L'IRA va avoir besoin d'aide pour se fournir en armes, car c'est une milice de civils finalement, ce n'est pas l'armée, ni irlandaise ni anglaise forcément, donc ils n'ont pas forcément d'armes. Mais ils vont devoir sortir du territoire pour trouver de l'aide. Et l'aide, ils vont la trouver auprès de Mouammar Kadhafi, le leader de la Libye. Et là, vous voyez le truc, c'est quand même aller hyper loin pour se procurer des armes. Pourquoi Kadhafi a accepté d'armer cette milice complètement indépendantiste? C'est certainement parce qu'il considérait que leurs idéaux étaient proches. Il ne les considérait pas comme des terroristes, mais comme des révolutionnaires qui cherchaient à retrouver leur indépendance. Du côté de l'UVF, ce n'est pas forcément le même pays qui va les aider, mais ça sort quand même du territoire de la Grande-Bretagne, puisque de leur côté, il y a l'Afrique du Sud qui va les soutenir au niveau de l'armement, mais pas que, parce que les loyalistes, même si pendant très longtemps l'Angleterre l'a nié, aujourd'hui elle reconnaît que parmi les groupuscules de loyalistes qui entraient en guerre contre l'IRA, il y avait des militaires de la British Army et aussi des policiers. Vous voyez où je veux en venir? Mais ça, on y verra, on y reviendra pendant la troisième enquête, ne vous inquiétez pas. Et enfin, pour conclure le contexte géopolitique de l'époque, il faut comprendre un petit point très intéressant. Ça va vous rappeler peut-être, pour ceux qui connaissent bien cette partie de l'histoire, la guerre froide. La guerre froide, c'était surtout une guerre d'espions. Là, ce ne sont pas vraiment des espions, on appelle ça des informateurs. Vous avez des informateurs qui viennent de l'IRA et vous avez des informateurs qui viennent des groupes loyalistes. Et cette guerre d'informateurs qui va informer à la fois la police, mais aussi l'État anglais, même si, pareil, pendant très longtemps, ils ont nié être impliqués là-dedans. C'est très compliqué qu'un pays accepte de vouer que son gouvernement a aidé des groupes qui peuvent être considérés comme des groupes terroristes, je peux comprendre. Donc pendant longtemps, ça a été nié. Mais depuis quelque temps, ils ont enfin avoué que oui, effectivement, ils sont liés à ce genre d'actes. Et la raison pour laquelle l'Angleterre et les polices comme l'armée ont du mal à accepter le fait d'avoir été étroitement liés à ces informateurs, c'est que ces informateurs ne se contentaient pas de donner des informations secrètes. Il y avait plus que ça. Ils faisaient ce qu'on appelle le sale boulot. Ils kidnappaient, torturaient et tuaient des personnes qui pouvaient leur révéler des informations. Et c'est ce sale boulot que
la police et l'armée n'ont pas vraiment envie de révéler pour ne pas entacher l'image qu'ils pourraient donner au grand public. Je veux bien comprendre. Donc voilà, pourquoi je vous raconte ça? Parce que des informateurs, il y en a eu dans notre enquête. Dans notre histoire, il y a beaucoup de politique, même si ça ne paraît pas comme ça. Donc voilà, maintenant que vous connaissez le contexte, nous allons pouvoir commencer la troisième enquête. La troisième enquête, elle débute 1 an seulement après le rapport de Al Hutchinson qui n'a satisfait personne et surtout pas les familles de victimes. Donc, à l'aide de leur avocat, ils vont pousser la justice à réouvrir une enquête pour enquêter cette fois-ci sur les meurtres et non pas sur comment s'est déroulée la première enquête. Et c'est Michael Maguire qui va diriger cette troisième et dernière enquête, ainsi que Phil Denison. À eux deux, ils sont des personnes neutres qui n'ont rien à y gagner à mentir. Donc ils vont aller loin, très loin. Et pour avoir un maximum d'informations, ils vont tout reprendre depuis le début, comme si c'est eux qui avaient enquêté dès 1994. Bien entendu, ils n'auront plus les preuves qui ont été détruites, mais ils vont essayer de se débrouiller avec ce qu'ils ont. Ils vont réinterroger les personnes, ils vont interroger des personnes qui auraient été oubliées, et ils vont en savoir un petit peu plus. Notamment, ils vont découvrir que 3 jours avant la tuerie du 18 juin 1994, 3 membres de UVF ont été assassinés. Cette information, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on peut se douter que peut-être que cette tuerie est tout simplement une vengeance. Il s'avère que l'UVF en a conclu qu'il ne suffisait pas de tuer des personnes directement impliquées dans les confrontations entre indépendantistes et loyalistes, mais qu'il fallait s'en prendre à des victimes même civiles. Un catholique est un catholique, qu'il soit impliqué ou non directement dans ces affrontements. Il voulait ici signer un coup fort. Il voulait démontrer qu'il n'avait pas peur d'aller trop loin et surtout affirmer que les catholiques n'étaient pas les bienvenus, même si au fond ils étaient plus ou moins en Irlande chez eux. Et puis les Maguire et Denison se rendent compte qu'il y a quelque chose de bizarre, puisque celui qui dirigeait l'enquête de 1994 est parti 6 semaines en vacances au tout début de l'enquête. Et ce David Carroll, du coup, il paraît un peu suspect, parce que qui s'en va au début d'une enquête en vacances? Même si c'était prévu à l'avance, 6 semaines en plus, c'est énorme. Une affaire comme ça, on ne peut pas se permettre de partir. Et puis c'est pas le seul truc qui est bizarre. Ils vont découvrir qu'au-delà du fait que beaucoup de preuves ont disparu, on ne sait pas vraiment par la décision de qui, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas connues au bataillon, et on se rend compte qu'il n'y a pas que des simples policiers qui ont été impliqués dans cette enquête, il y a aussi la Special Branch. La Special Branch, c'est en fait une unité spéciale qui enquête sur tout ce qui est terrorisme. Ils vont apprendre durant leur investigation que la Special Branch avait parlé aux premiers enquêteurs. Il leur avait indiqué une liste de personnes vers qui ils devaient s'orienter pour leur enquête, car ils les considéraient comme des gens suspects puisqu'ils les suivaient depuis un certain temps. Donc, ces personnes ont été interrogées. Parmi ces personnes qui ont été interrogées en juillet-août 1994, il y avait cette liste de suspects. Et dans cette liste de suspects, il y avait le potentiel leader et du coup, celui qui avait fomenté cette tuerie. Ce qui est étrange, c'est que cette personne n'a été interrogée qu'en août, alors que tous les autres ont été interrogés surtout en juillet. Pourquoi attendre aussi longtemps? On ne le saura jamais.
Mais ce qui est le plus aberrant, c'est que Maguire et Denison vont découvrir ce qui s'est réellement passé pendant l'interrogatoire en interrogeant Jimmy Beans, qui était présent. Jimmy Beans, il a insisté à l'interrogatoire du fameux probable leader du groupe UVF installé du côté de Long Island, et il raconte comment cet interrogatoire a viré à l'improbable. Quand Jimmy Beans a commencé à interroger le suspect, il lui a dit directement « Je sais que c'est toi qui as tiré au bar O'Toole's, tu es celui qui est à l'origine de cette tuerie. » Le suspect va passer 2 heures à nier totalement qu'il est impliqué dans cette histoire. Cela n'aboutit donc à rien. Mais ce qui va vous faire halluciner, c'est que le second enquêteur, qui n'est pas nommé, mais qui pour moi correspond au détective Carroll, va donner des informations plus que bizarres au suspect. Et va lui suggérer de tuer un catholique avant que ce catholique ne le tue lui-même. N'est-ce pas complètement hallucinant qu'un policier recommande le meurtre d'une personne à un suspect potentiel d'une tuerie? Est-ce qu'on n'est pas là complètement dans une autre dimension? Et alors qu'il était le suspect numéro 1, il a été relâché après seulement quelques heures d'interrogatoire. En entendant ça, les enquêteurs, Maguire et Denison, vont s'interroger aussi sur ces fameux appels anonymes et surtout sur la lettre. Ils se demandent pourquoi il n'y a aucun rapport sur cet appel anonyme. Il y a eu a priori des noms, mais aucune trace de ce qui s'est passé. Et en fouillant un peu, ils se sont rendus compte qu'il y a eu aussi une lettre anonyme. Vous savez, je vous en avais parlé. Elle était adressée cette fois-ci non pas à la police, mais à un homme politique. Il s'agit de Patsy Thurman. En fait, cet homme politique était impliqué dans les confrontations d'une autre façon. En fait, il avait fait plusieurs discours à la télé indiquant qu'il était pour un espoir de paix et qu'il exécrait absolument ces actions terroristes. Et c'est pour ça que l'auteur de la lettre anonyme et des appels anonymes va s'adresser à lui. Cette personne a été touchée par son discours à la télé et s'est dit que c'était la bonne personne à qui s'adresser. Cette lettre-là, Patsy Thurman l'avait confiée à la police, bien évidemment. Il s'est dit que c'était important, il y avait des noms dedans. Et bizarrement, cette lettre a totalement disparu des dossiers de la police. Cependant, Patsy a eu la très bonne idée de faire une copie de cette lettre et qui l'a confiée à un journaliste. Et nos enquêteurs sont allés voir ce journaliste pour récupérer cette lettre. Et cette lettre, elle est plus qu'importante, parce que toute la vérité y est révélée. Effectivement, il s'avérera que cette lettre, elle est écrite par une femme. Nous le découvrirons un peu plus tard parce que celle qui a appelé anonymement est la même personne qui a écrit la lettre. Et il s'avère que c'était une voix de femme qui n'était pas inconnue de la police puisque les gens qui ont reçu l'appel ont reconnu la voix d'une des personnes qui travaillent à l'administration du commissariat. Cette personne, c'est Hilary Hawthorne. Et dans sa lettre, elle va dénoncer son propre mari. Elle va expliquer que son mari, Ronald Hawthorne, est en fait le leader du groupe terroriste qui fait partie d'une petite faction de UVF, qu'il est l'auteur de plusieurs meurtres et qu'il est surtout l'auteur de la tuerie du 18 juin 1994. Elle va aussi dénoncer Alan Taylor comme étant celui qui a ouvert la porte du bar pour laisser place à son mari. Et enfin, elle dénoncera Gorman McMullan comme étant le conducteur du véhicule qui les a permis de s'enfuir. Cette lettre envoyée en 2008, en même temps que l'appel, et qui du coup est intervenue durant la seconde enquête,
et qui n'est apparu nulle part dans le rapport d'enquête d'ailleurs, a une importance capitale, on est d'accord. Et c'est en poussant un peu que Maguire et son collègue Denison vont découvrir qu'il y a eu un interrogatoire, que Hilary Hawthorne a été interrogée par le lieutenant Albert Carroll. Là, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi il n'y a eu aucun rapport dans la seconde enquête et qu'il n'y a aucune trace de cet interrogatoire. Et pour en savoir plus sur ce qui s'est passé lors de cet interrogatoire, c'est un journaliste qui va essayer de retrouver le fameux Albert Carroll. Je pense que la police l'a fait aussi, sauf que ce n'est pas écrit dans le rapport, car vous allez le voir plus tard, le rapport ne va pas tout dire pour des raisons d'information rendues top secrètes. Mais le journaliste, lui, il s'en fiche un petit peu de ce genre de confidentialité. Lui, il y va pour en savoir plus. Et il va dire, dans le documentaire que j'ai regardé, ce qu'il a pu obtenir de Albert Carroll. Le détective Carroll va lui expliquer que pendant l'interrogatoire avec Hilary Hawthorne en 2008, il va passer un deal avec elle. Ce qui est plus surprenant, c'est que lors de son interrogatoire, son mari l'avait accompagnée. Et pourtant, ils sont tous les deux ressortis du commissariat libres comme l'air. Et vous allez me dire comment c'est possible. Eh bien, je vais vous parler de ce deal. Le deal, c'était qu'il laisserait repartir Hilary malgré les accusations qu'elle porte envers son mari et les deux autres hommes. Elle s'accuse elle-même de faire partie de cette faction terroriste et surtout d'avoir participé à l'organisation de cette tuerie et d'autres meurtres aussi. Donc c'est très grave. Mais le détective Carroll va lui dire qu'il la laisse partir en liberté si elle s'assure que son mari ne tuera plus personne. Là, c'est du grand n'importe quoi. Il a laissé partir un potentiel tueur avec une personne qui se dit ouvertement impliquée dans l'organisation de ce massacre, et il les laisse libres comme l'air. Malheureusement, comme il n'y a eu aucun rapport de ces interrogatoires, puisqu'il n'y a aucune trace de ce qui s'est passé, actuellement les 3 personnes dénoncées ainsi que Hilary Hawthorne sont actuellement encore libres comme l'air. Parce que des gens ont permis à ce que des tueurs ne soient jamais inquiétés par la justice, ne soient jamais inculpés, alors qu'ils savaient qu'ils étaient les responsables de plusieurs meurtres. C'est pour ça que lorsque Michael Maguire va donner son rapport aux familles au printemps 2016, il va donner certes beaucoup de réponses, mais ne sera pas en mesure et n'aura pas le droit de donner les noms des tueurs, parce que certainement c'était classé top secret par le gouvernement soit irlandais, soit britannique, peut-être même les deux, et que on le voit bien dans le reportage que je vous conseille de regarder, même si vous ne comprenez pas tout, que même les enquêteurs interrogés pour le documentaire ne sont pas à l'aise pour répondre à certaines questions parce qu'ils n'en ont pas le droit. Il y a plusieurs choses qu'ils n'ont pas le droit de dire. Et c'est malheureusement le cas aussi pour Michael Maguire lorsqu'il écrit son rapport qu'il donnera aux familles des victimes. Il va remplacer les noms par des lettres parce qu'il n'a pas le droit de donner de nom. Mais au moins les familles savent à peu près ce qui s'est passé. Mais ça ne suffit pas parce que concrètement, ces personnes-là, les tueurs, les personnes impliquées dans cette affaire horrible qu'est le massacre de la World Cup de 1994, n'habitent pas très loin en fait des familles des victimes. Les familles des victimes savent qu'elles sont susceptibles de croiser dans la journée, plusieurs fois par jour même, ces personnes.
et ne pas savoir qui elles sont. Alors que, au contraire, les tueurs, eux, savent très bien qui ils sont, puisque les familles des victimes sont passées à la télé. Elles sont connues à Long Island. Donc il y a une forme jusqu'au bout d'injustice et de déséquilibre énorme entre des tueurs qui n'auront jamais été inquiétés par la justice et des familles de victimes qui n'auront jamais justice rendue. Et je conclurai sur cette petite phrase qui paraît à la fin du film et qui donne les chiffres de ce que cette guerre de 30 ans a eu comme conséquence sur les civils qui ont vécu à la fois en Irlande du Nord, mais aussi en Irlande tout court, voire en Angleterre, vu que l'IRA a aussi commis plusieurs attentats en Angleterre. C'est une guerre qui a laissé beaucoup de séquelles sur beaucoup d'Irlandais, sur beaucoup d'Anglais. Il y a d'ailleurs la chanson très connue du groupe The Cranberries qui s'appelle Zombie, que tout le monde connaît, qui en fait parle de ces affrontements qui existent entre les loyalistes et les indépendantistes. Le groupe U2 aussi a chanté Sunday Bloody Sunday, qui est une des journées les plus sanglantes de ces affrontements, qui est connue par tous les Irlandais. Et c'est quelque chose qui finalement est très récent et encore très marqué. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ces affrontements qui sont encore en vie en Irlande et en Angleterre. C'était une période de 30 ans d'angoisse et de tension entre catholiques et protestants. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. D'ailleurs, le Brexit le prouve, puisque lorsque l'Angleterre a annoncé qu'elle sortait de l'Union européenne, les Irlandais du Nord se posaient de la question de comment ça allait se passer et est-ce que ça n'allait pas fragiliser l'accord de paix et de bonne entente entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, et est-ce que ces frontières n'allaient pas redevenir le théâtre d'affrontements entre indépendantistes et loyalistes. Je vous laisse sur cette réflexion. Et avant de vous quitter, je vous demanderai de me laisser quelques commentaires pour savoir quel est votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé pour cette enquête? Est-ce que vous comprenez le fait qu'on ait voulu protéger à la fois la paix naissante à cette époque, même si finalement ça a tardé à venir, puisque c'est arrivé plus vers 2008, mais à l'époque on ne le savait pas. Mais surtout, ça servait aussi à préserver l'anonymat des informateurs. Ou est-ce que pour vous, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences, même sur le pays entier, une enquête pour meurtre doit être résolue coûte que coûte? J'attends vos commentaires, vos opinions. Et puis, si ça vous a plu, ce type de format d'enquête, à savoir un fait divers à travers une histoire géopolitique, dites-le moi en faisant un petit pouce bleu ou tout simplement un autre commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous me connaissez, je suis pas très régulière pour le moment parce que concilier YouTube et travail, c'est pas toujours évident. Je sais jamais comment je vais travailler, je sais jamais quel temps libre je vais avoir. Donc le mieux c'est de s'abonner, comme ça vous avez la petite cloche qui vous indiquera quand j'ai fait une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et puis salut!